Donc, nous accueillons maintenant la communication d'Alessia Zambon, qui est maître de conférence en histoire des arts et du patrimoine à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay, au laboratoire d'IPAC. Donc, sa thèse, soutenue en co-tutelle entre Paris 1 et Padoue, a été publiée en 2014 sous le titre « Aux origines de l'archéologie en Grèce, Fauvel et sa méthode ». Elle a participé à plusieurs projets de recherche internationaux sur l'histoire de l'archéologie et la constitution du patrimoine antique de la France. Ses recherches actuelles portent sur les explorations et les acquisitions d'antiquités des voyageurs en Italie du Sud, dans l'Empire ottoman et en Grèce, au XVIIIe et XIXe siècle. Elle termine actuellement un ouvrage collectif dirigé avec Irini Apostoulou et intitulé « Du pillage à la conscience patrimoniale en Grèce et dans l'Empire ottoman, le rôle des Français et des autres occidentaux, 18e, 19e siècle », à paraître aux presses Ozonius de l'Université de Bordeaux. Et son intervention de ce matin s'intitule « Des objets aux idées, la collection comme fabrique du savoir, le cas du musée Fauvel à Athènes, 1810-1825 ». C'est à toi. Merci beaucoup Delphine et merci aussi aux organisateurs de ce colloque. Je vais commencer par saluer rapidement dans l'auditoire, parmi le public, les nombreux collègues et amis que j'ai vus qui sont là présents et que je ne peux saluer individuellement. On va parler de cette collection du consul de France à Athènes, vice-consul de France à Athènes, Louis-François Sébastien Fauvel, dont la seule image connue est ce tableau de Louis Dupré, réalisé en 1819, qui est quand même assez célèbre. Et il nous montre le vice-consul dans sa maison consulaire, qui était en fait aussi son musée. Il est rapidement dénommé ainsi par la princesse Caroline de Galles, qui visite la maison en 1816 et parle d'un musée. Et donc, cette maison a été construite par Fauvel en 1810, même si Fauvel devient vice-consul de France en 1803. En réalité, il a déjà passé plus de 20 ans dans l'Empire ottoman et en Grèce. Et il a constitué d'abord la collection du comte Joël Gouffier et ensuite, il a commencé à se constituer lui aussi une collection personnelle qui comprenait, il faut le dire, comme on peut le voir aussi dans cette image, de nombreux plâtres et moulages à côté, bien sûr, d'originaux. Alors, cette maison a été détruite pendant la guerre d'indépendance grecque et on est à quelques jours près vraiment de cet anniversaire du bicentenaire et pendant des coups de canon lancés entre l'acropole et les assaillants lors du siège, la maison a été frappée par des coups de canon et entièrement détruite au sol, alors que les antiquités étaient, elles, encaissées, prêtes à être expédiées, parce que Fauvel s'était entre-temps réfugié à Smyrne, mais on n'arrivera pas à les exporter, à les embarquer pour Smyrne, et elles resteront et périront donc sous les décombres de la maison. Ce qui fait que cette image, en fait, nous garde aussi le seul témoignage visuel de cette maison et de sa collection, mais en même temps, il a offert des pistes très intéressantes aux chercheurs et j'ai poursuivi aussi là les recherches de mes prédécesseurs, en particulier de Luigi Beschi et Yannis Stravlos, qui ont publié en 2001 un article très intéressant sur cette maison à partir d'un document conservé dans les papiers de Fauvel, qui est ce plan que probablement Fauvel avait réalisé lors de son exil, disons, à Smyrne, pour décrire à l'un de ses visiteurs sa maison d'Athènes, désormais détruite. Donc, les conservateurs avaient ajouté, lors de l'entrée de ce plan à la BNF, plan d'une maison à Athènes, mais en réalité, si on regarde la légende inscrite de la main de Fauvel, c'est marqué plan de ma maison à Athènes. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans ce plan, c'est qu'il y a de nombreuses légendes et chaque pièce, en fait, est décrite par rapport à ce qu'on peut trouver à l'intérieur, donc inscription, citerne, petit cabinet, etc. On peut ainsi reporter sur le plan par rapport au numéro de la légende la fonction de chaque pièce, les jardins, les cours, etc. Et cette première découverte a été complétée ensuite par d'autres découvertes, c'est-à-dire la redécouverte archéologique de la maison-musée. À partir de ce dessin de Dupré, de ce tableau de Dupré, le profil de l'acropole a permis de
placé très précisément sur l'agora, l'ancienne agora grecque où la maison était située, le point d'où la vue a été prise. Et ce qui est extraordinaire, c'est que précisément l'agora d'Athènes a été fouillée, l'agora grecque, par les Américains à partir de 1935. Et dans les carnets de fouilles, les archéologues commencent à noter très rapidement le fait qu'il y avait de nombreux objets funéraires qui n'auraient pas dû se trouver dans l'agora. Et ils s'étonnent au départ et rapidement, ils commencent quand même à comprendre qu'il s'agit d'objets provenant de la collection du vice-consul Fauvel. Et ils ont quand même pu faire un certain nombre de rapprochements. Et à partir donc des plans de ces fouilles, Yannis Stravlos, qui a travaillé aussi comme architecte à ces fouilles, a réalisé des plans de la maison en partant de ce plan manuscrit et en couplant aussi les ruines relevées ensuite lors de la fouille. Il a été ainsi possible d'avoir un plan plus précis de la maison et qui s'élevait sur 2 étages. Et la vue, en fait, très célèbre, était prise à partir du premier étage. Et donc, l'autre élément qui permet de poursuivre la connaissance de cette collection et de la maison qu'il hébergeait, ce sont les témoignages des voyageurs. Il y en a certains qui ont donné plus de détails que d'autres sur cette maison qui accueillait régulièrement les visiteurs et les voyageurs passés par Athènes dans les 2 premières décennies du XIXe siècle. Et donc, Pouqueville, par exemple, très précisément l'emplacement de certaines inscriptions, de certains objets, où étaient placées, par exemple, des stèles encastrées dans les murs ou le long de l'escalier, où étaient situées, donc, qu'est-ce qu'on pouvait voir dans l'atelier, les maquettes d'Athènes et des ports, parce que Fauvel avait réalisé aussi beaucoup de maquettes et plans reliefs. Et aussi dans le jardin, il y avait des stèles funéraires, des inscriptions, d'autres marbres. En fait, à partir de ces témoignages, que ce soit de Pouqueville ou d'autres, que ce soit pour le rez-de-chaussée ou pour le premier étage, on se rend compte que les objets occupaient vraiment tous les espaces, les objets antiques ou les moulages. Il n'y avait pas, même s'il y a un salon musée où sont conservés les moulages en plâtre de plus grande dimension, sans doute plus fragiles. Donc, par exemple, les statues retrouvées au temple d'Aphaïa à Égine en 1811, on se rend compte donc que l'appellation de maison-musée convient parfaitement parce que les objets étaient distribués dans tous les espaces. Donc, par exemple, on sait que ces 2 statues, ces 2 moulages en plâtre des statues acrotériales du temple d'Égine étaient disposés de part et d'autre de la cheminée, là où vous voyez les petites flèches rouges dans le salon de Fauvel. Et dans le petit cabinet, nous avons d'autres témoignages, par exemple celui de Marcellus qui dit qu'il y avait donc dans ce cabinet toute une série d'objets, je ne vais pas lire la citation, mais donc des antiquités, des moulages, des monnaies et surtout beaucoup de désordre parce que c'est ce qui caractérisait malheureusement Fauvel aussi dans la gestion de ses papiers, ce qui fait qu'il n'a jamais rien publié. Donc, je vous disais, lors des fouilles de 1935, un certain nombre d'objets ont été découverts par les archéologues de l'école américaine. Et ici, je vous en présente quelques-uns qui sont d'ailleurs visibles sur la base de données des fouilles de l'Agora, la base Agathe, Athenian Agora. Et on peut aussi mettre en parallèle certains objets avec des dessins de Fauvel pour avoir absolument la certitude qu'ils proviennent aussi de cette collection. Donc, par exemple, ici, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à ces archives en 2011 et j'ai retrouvé aussi un certain nombre d'objets dans les papiers de Fauvel. Alors, ici, par exemple, un chapiteau corinthien qui n'est en fait autre que le chapiteau du portique de la maison de Fauvel. Donc, vous avez ici les sculptures d'Égine entreposées sur le portique de la maison dans un dessin de Link. Et c'est en fait l'étage en bas par rapport au tableau que nous avons vu au départ. Et donc, Beschi et Travlos ont aussi fait réaliser une maquette de cette maison qui a été récemment retrouvée à Athènes parce qu'elle était un peu perdue. Donc, les conservateurs du musée de l'Acropole, à la recherche aussi, dans l'occasion du bicentenaire, ont pu finalement la retrouver.
Et cette maquette donc, nous permet aussi de situer les différentes images, le tableau du pré à l'étage et l'image de Link au rez-de-chaussée, dans le portique. Alors, cette collection était pour Fauvel un outil de transmission de savoir, même s'il n'a jamais rédigé de catalogue de la collection, ni même jamais rien publié de ces objets. Ce qui est très dommage. En fait, Fauvel, il a très, très peu dessiné ces antiquités. Il les a parfois décrites dans les lettres à ses correspondants, et il a plutôt dessiné des objets dont il ne pouvait pas s'emparer. Des objets, par exemple, exceptionnels, découverts par d'autres, ou qu'il a moulés aussi. Donc, il y a trois éléments que je vais vous présenter, les antiquités et les moulages, les travaux topographiques de Fauvel et ses théories et découvertes. Donc, à travers cette collection, il a transmis à ses visiteurs, aux visiteurs de ce musée, des informations relatives non seulement sur les antiquités, mais aussi sur le travail qu'il avait pu effectuer pendant son séjour de plus de 40 ans au final dans l'Empire ottoman. Alors, j'ai réuni quelques dessins inédits que j'ai pu identifier au British Museum dans les collections du département d'antiquités grecques et romaines, donc par exemple ceux de Coquerel, qui illustrent donc des objets provenant de la collection de Fauvel, puisque comme je vous disais, Fauvel lui-même n'a rien dessiné, ce sont surtout ses visiteurs qui nous ont gardé la trace de cette collection et de son contenu. Alors, ici, c'est juste un titre illustratif. Donc, on peut voir que Fauvel permettait aux visiteurs de dessiner ces objets avec une vaste libéralité. On a aussi des dessins de Thomas Burgon qui a cependant dessiné ces objets après les avoir achetés à Fauvel, qui lui aussi ne dédaignait pas parfois vendre une partie de sa collection, surtout pour des raisons économiques dans les moments où il a eu le plus besoin d'argent. Otto Magnus von Stackelberg est aussi un autre des visiteurs assidus du musée Fauvel qui a laissé beaucoup de belles images de la collection Fauvel, et parfois donc on retrouve ces mêmes objets, d'abord illustrés par Stackelberg, ensuite achetés par Thomas Burgon et copiés par lui-même, et qui sont entrés par exemple parfois au British Museum. Donc au final, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Fauvel vendait des objets, il se plaignait dans sa correspondance souvent du fait d'avoir perdu ces objets, pour lui étaient perdus. Surtout que souvent, je vous disais, il n'en gardait même pas la trace à travers des dessins. Et par le destin tragique qu'a eu son musée et sa collection, au final, ce sont précisément les quelques objets qu'il a vendus aux collectionneurs, ou comme dans ce cas, certains de ces objets vendus au Louvre au comte de Forbin, qui fit le voyage d'Orient en 1817, finalement, ce que Fauvel tenait comme objet perdu pour lui, ce sont les seuls, ou presque, qui ont échappé à la destruction de tout ce qui est en revanche resté entre ses mains et a été enseveli sous la maison. Donc parfois, les dessins des voyageurs, comme ici ces planches de Vouliamy, nous gardent aussi la trace de certains objets qui ne sont pas connus par ailleurs, ou encore ces dessins de John Joseph Scholes qui vit ces bas-reliefs appartenant à la collection de Fauvel juste avant la destruction de la maison. Et dans d'autres cas, on peut encore mettre en parallèle les dessins des voyageurs avec les découvertes donc, des fouilleurs de l'Agora et les attribuer à nouveau à la collection de Fauvel. Donc ici, quelques autres exemples d'objets provenant des fouilles de l'Agora. Mais à côté donc, des antiquités et des moulages, Fauvel ouvrait largement à son public aussi ses propres réalisations, ses travaux topographiques, des travaux qu'il avait réalisés sur plusieurs années, parfois même plusieurs dizaines d'années de travaux de recherche, de mesuration, de relevés sur le terrain, et comme par exemple cette carte de l'Attique, qui était réalisée, finie en tout cas en 1792, et qu'il a transmis aussi à Barbier du Bocage, qui finit par être publié par Pouqueville, mais aussi par d'autres voyageurs, ou encore les dessins de Fauvel permettaient parfois aux visiteurs de connaître des monuments et des lieux qu'ils n'avaient pas le temps de voir lors de leur voyage, qui était souvent aussi très rapide, dans des lieux où ils n'avaient pas le temps de se rendre. Donc, par exemple, ici, cette sculpture monumentale de Dionysos à Naxos, que Fauvel a réalisée, a été ensuite copiée par des voyageurs qui ne se sont pas rendus à Naxos, qui ont vu la statue dans les dessins de Fauvel et qui en ont réalisé en réalité des calques
comme la superposition des dessins le prouve bien. Donc, il ne s'agit pas des simples copies, mais vraiment, il calquait les dessins de Fauvel exposés ou montrés dans son cabinet. Il y avait aussi de nombreuses maquettes, celle-ci qui a été réalisée après la destruction de la maison est conservée aujourd'hui à la BNF, mais beaucoup d'autres ont malheureusement été détruites. Mais ici, on a par exemple des dessins de Gell qui ont été réalisés à partir de la maquette de Fauvel. Donc Gell a copié la maquette de Fauvel qui était très précise, qui reproduisait très exactement le Parthénon, et donc il en a réalisé des dessins. Et puis le plus célèbre des documents de Fauvel, bien sûr, le plan d'Athènes, qui a été copié par de nombreux voyageurs et que Fauvel a permis aussi à certains voyageurs de publier, et qui a ainsi passé à la postérité, non seulement à travers les copies, parce que celles que je vous présente ici sont pour l'essentiel, notamment celles de Barbier du Bocage ou de Bourgogne, ce sont des plans inédits, mais au contraire, ceux de Walpole ou de Oliver ont été publiés dans leurs ouvrages, et donc ont été par la suite reprises aussi dans d'autres publications. Et ici, donc, je vous présente une série de plans réalisés par Fauvel, et ici, par exemple, gravé par la suite par Tardieu, transmis à Choiseul-Gouffier, qui en a fait un article. Et à côté donc, des travaux topographiques, il y a enfin aussi les découvertes et les théories de Fauvel qui étaient transmises au public à travers simplement des discours. Ça passait à l'oral, donc Fauvel racontait essentiellement à ses visiteurs ses découvertes, ou encore à l'écrit à travers sa correspondance, en particulier à ses correspondants de l'Institut de France, l'Académie des inscriptions et de belles-lettres, ou l'Académie de sculpture. Donc on avait ici par exemple la découverte du tombeau de Thémistocle que Fauvel a découvert au Pirée et qu'il a identifié avec le tombeau de Thémistocle. Cette identification n'a pas toujours fait l'unanimité, mais elle est encore parfois acceptée de nos jours par certains chercheurs. Et ici, donc, vous avez une coupe de ce tombeau avec des restes de colonnes, des tambours de colonnes qui ont fait imaginer à Fauvel. Donc, il devait s'agir d'un monument visible au loin qui correspondait bien à ce que les sources nous racontent de ce tombeau qui avait été réalisé après avoir ramené les ossements de Thémistocle à Athènes. Donc, vous avez aussi d'autres voyageurs qui, du coup, ont immortalisé cet endroit devenu célèbre par l'appellation de tombeau de Thémistocle, même si tous, je vous disais, n'étaient pas nécessairement persuadés par la théorie de Fauvel, mais le toponyme est resté. Et vous voyez ici aussi la flèche rouge qui indique un chapiteau ionique qui devait surmonter la colonne et que Fauvel a très précisément relevé, mais qui est aujourd'hui disparu. Donc ce dessin de Fauvel permet aussi de connaître quel était le chapiteau qui terminait ce monument, sur lequel il y avait sans doute une statue au-dessus du chapiteau. Et donc la colonne a été relevée par les Grecs, sauf que c'est aujourd'hui une zone militaire, donc on ne peut plus vraiment y accéder, mais on peut la voir de la mer. Donc, cette découverte du tombeau de Thémistocle, par exemple, elle est reprise dès le 19e siècle dans plusieurs cartes. On voit ici Grabmal de Thémistocles dans cette carte de l'Attique de Curtius, mais aussi dans les cartes plus récentes. On a une carte ici de 2004, publiée dans le livre de Roland Estienne, Athènes, espace urbain et histoire, où on voit encore cette dénomination de tombe de Thémistocle. Et puis, à côté de ces découvertes et de cette identification, il y a aussi les théories qu'il formule à partir de la grande connaissance qu'il avait des antiquités et des fouilles de tombeaux. Donc, par exemple, le fait que les vases grecs à fond blanc étaient destinés essentiellement à des tombes, et il identifie aussi certains sujets comme caractéristiques aussi parfois d'allégories liées aux funérailles. Donc, ce musée Fauvel, à travers ce travail de reconstitution à partir des travaux des différents voyageurs, des publications et des manuscrits de Fauvel, bien sûr, m'a permis de reconstituer, non pas, je dirais, physiquement, comme l'avait fait Beschi et Travlos à travers la maquette, mais plutôt virtuellement, cette collection de Fauvel. Et à travers une base de données donc, qui reprend tous ces éléments et qui devient elle-même une nouvelle fabrique du savoir.
Donc ici, vous avez une première image de cette base de données qui existe actuellement en ligne, protégée par un mot de passe, mais qui est en train de faire partie d'un gros travail de refonte aussi à travers un projet mené en collaboration avec l'École française d'Athènes. Et à terme, donc, elle sera ouverte au public. Et les critères d'inclusion des différents éléments pour constituer cette base de données ont été de reprendre donc les manuscrits de Fauvel, les publications des voyageurs, comme je disais, il y a aussi les manuscrits, les archives et les inventaires des musées, les catalogues de vente, les archives, les catalogues de vente essentiellement du 19e siècle, les archives de l'Agora d'Athènes, des fouilles de l'Agora d'Athènes, les publications modernes et tous ces éléments donc réunis dans différentes parties qui permettent d'une part d'avoir les descriptions anciennes de Fauvel ou de ses contemporains, mais aussi une description moderne, une description archéologique, disons, selon les critères actuels que je donne lorsque surtout l'objet a pu être retrouvé ou si le dessin est assez précis. Parce que parfois, on a simplement des descriptions très sommaires, pas d'image, donc c'est difficile parfois d'identifier précisément la sculpture ou la monnaie ou le vase qui est décrit dans les archives. Et donc, je disais, cette base de données devient en fait elle-même une nouvelle fabrique de savoir parce que en insérant toutes les informations, on peut parfois recouper des images, des indications, des indices. Par exemple, ici, j'ai pris quelques exemples. Un objet qui provient de la collection Choiseul-Gouffier, qui est entré au British Museum et dans les catalogues du musée, c'était marqué Previously Unregistered, Acquired Before 1835. Donc, on n'avait pas l'information de sa provenance. Et en recoupant toutes les informations, on se rend compte qu'en fait, elle provient de la collection Choiseul-Gouffier et qu'elle avait été acquise par Fauvel à Athènes et expédiée en 1787 vers la France. Et puis, le parcours est souvent très pittoresque, disons, de ces antiquités. Et ils ont enduré beaucoup d'aventures. Donc ici, c'est le relief en question, ou encore un autre objet, lui conservé au Louvre, qui avait été donné au musée dans les années 90 par un particulier qu'il avait eu un héritage dans son jardin et il ne savait pas d'où elle provenait. L'inscription de l'objet était totalement effacée, ce qui aurait sans doute facilité aussi son identification s'il y avait une inscription. Mais donc j'ai pu retrouver des illustrations de cet objet réalisées par les émissaires de Choiseul-Gouffier et en les mettant donc ensemble dans la base de données, on peut comprendre que cette stèle provenait de la collection Choiseul-Gouffier qui avait été acquise donc par Fauvel. Donc, tous ces renseignements permettent aussi de visualiser une partie donc hors collection privée qui sont entrés ensuite dans les musées et l'essentiel de ces objets que vous voyez ici, ces petits points rouges en fait, sont ceux que Fauvel a acquis pour la collection Choiseul-Gouffier. Donc, pas ceux qui ont été détruits dans sa maison, dont très peu ont échappé, parce qu'en fait, dans le musée Fauvel, j'ai inséré non seulement tous les objets de la collection Fauvel, mais aussi tous les objets mentionnés ou décrits par Fauvel. Donc, c'est un musée Fauvel un peu élargi qui permet d'apporter des informations aussi sur des objets d'autres collections, mais que le vice-consul, soit à partir de 1800, quand il était retourné à Athènes, ou même pendant son voyage des années 1780 au service de Choiseul-Gouffier, a réuni ou a simplement parfois décrit, illustré, admiré dans les collections d'autres ou encore en place. Et ici, c'est une image aussi de la dispersion des objets de Fauvel que j'ai pu retracer à travers le monde. Donc, il y en a qui sont quand même arrivés très loin, jusqu'en Australie. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse cette image avec la vie de Fauvel en didacte pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus.
Merci beaucoup, Alessia, pour cette belle présentation et celle de ta base de données également, qui ne manquera pas d'intéresser de nombreux historiens de l'art et archéologues. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Alors, je vais essayer de... Excusez-moi, j'entends très saccadé. Je vais arrêter le partage de l'écran pour voir si l'audio passe un peu mieux. Excusez-moi. Oui. Merci, Alessia. Alors, y a-t-il des mains levées? Je ne vois pas tout, malheureusement. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, ceux qui ont des questions. Alexia? Oui. C'est Pauline. Moi, j'avais une curiosité sur ta base de données, en fait, mais ça m'a peut-être échappé hein, quand tu as présenté. Tu as essayé de faire figurer dans la base de données tous les objets passés entre les mains de Fauvel, même ceux qui ont disparu, ou tu as documenté, en fait, dans la base de données, entre guillemets, seulement qui sont encore conservés aujourd'hui dans des musées ou dans des collections privées. Non, non, bien sûr, j'ai documenté tous les objets. Oui. Et pour chaque objet, en fait, on a parfois donc plusieurs sources disponibles, l'objet lui-même et un dessin voyageur. Et donc, on peut réunir en quelque sorte autour de chaque objet, conservé ou pas, différents points de vue finalement sur l'objet. C'est ça? C'est ce que permet la base de données. Oui, je vais répondre. Merci pour ta question, Pauline. Merci à toi. Non, mais parce que du coup, c'est vraiment très riche, très, 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 très riche. Et en fait, la base de données comporte 1500 objets, un peu plus de 1500 objets, et je dirais qu'environ 500 sont identifiés dans des musées. Donc, il y a encore un gros travail pour des objets, soit parce qu'ils ne sont pas identifiés, on pourra un jour les identifier ailleurs, ou parce qu'ils ont été détruits, malheureusement, pour beaucoup d'objets. La destruction est avérée pour ceux qui étaient ensevelis sous la maison de Fauvel, notamment pour tout ce qui est objets en plâtre, parce que j'ai introduit dans ce musée Fauvel donc non seulement les objets les originaux, mais aussi les moulages réalisés par Fauvel, dont certains sont arrivés en France et quelques exemplaires ont survécu et sont conservés au musée des Petites Écuries de Versailles, mais d'autres ont été détruits. Et l'intérêt, je dirais même, de cette base de données n'est pas seulement de réunir les informations pour les objets qui sont finalement conservés dans les musées, mais encore plus de garder la trace d'informations d'objets qui ne sont pas encore identifiés ou qui sont détruits. Donc, effectivement, tous ces éléments ont été pris en compte et documentés à l'intérieur de la base. Donc, pour certains objets, on a énormément de sources. Tous les voyageurs en parlent. On a aussi dans les musées beaucoup de renseignements. Et pour d'autres, en revanche, on a que la mention de Fauvel dans un manuscrit où il dit j'ai acheté 3 petites têtes en marbre et moi je transcris ça, je ne peux pas en dire plus, ni sur les dimensions, ni sur la période, la chronologie, rien, ni l'iconographie, mais c'est quand même intéressant de garder la trace de ces quelques bribes d'informations. Merci. Merci à toi. Alors, je vois que Christian Mauvais a une question. Je vous en prie. Oui. Merci Alessia pour cette belle présentation. J'aurais voulu savoir, donc par curiosité, les objets dont tu nous as parlé, qui ont été les fragments qui ont été redécouverts pendant les fouilles, ils sont aujourd'hui exposés au musée de l'Agora? Pour l'essentiel, ils sont dans les réserves. Certains sont exposés. Il y a une belle stèle, par exemple, qui est presque intacte, mais l'essentiel est dans les réserves. Et lors de ma dernière visite à Athènes, j'espérais de trouver dans les vitrines quelques autres objets qui auraient entre-temps été exposés depuis que j'avais mené les recherches dans les archives du musée de l'Agora. Mais non, en fait,
pour l'essentiel, ils sont pas exposés, malheureusement. D'accord, merci. Merci à toi. Allez, Alessia, j'aurais une question aussi. Oui. Oui. Directement liée à ta très riche base de données. Bon, on comprend que Fauvel s'est procuré les objets qu'il a pu trouver, qu'il a pu acheter, etc. Mais est-ce qu'on décèle quelque chose comme un goût de ce personnage pour un type particulier d'objet, quelque chose qui l'intéressait particulièrement? J'imagine qu'il n'a pas pu orienter ses acquisitions vraiment, mais est-ce qu'on voit un peu plus sa personnalité par rapport au type d'objet? Oui, alors merci pour ta question qui me permet d'approfondir cet aspect-là que je n'ai pas assez abordé. Fauvel a commencé à collectionner d'abord pour Choiseul-Gouffier et il n'avait pas nécessairement l'intention de se constituer une collection. Lorsque Choiseul-Gouffier est émigré en 1792, enfin la toute fin de décembre 1792, donc début 1793, pendant la Révolution, Fauvel a passé quelques mois auprès du consul de Salonique, Cousinerie. Et ensuite, ils échangent une nourrie correspondance où Fauvel dit « Vous m'avez fait collectionneur. Vous m'avez donné le goût pour la numismatique, pour collectionner des médailles. » Donc, c'est à partir des monnaies que Fauvel commence sa collection. Et malheureusement, pendant la campagne d'Égypte, Fauvel sera emprisonné. Il aura des moments très difficiles où il aura besoin d'argent et les premières choses qu'il vend, ce sont ses collections de numismatique. Qu'il lamentera dans sa correspondance pendant des années, le fait d'avoir dû vendre ces monnaies, qui était aussi le moyen plus rapide d'avoir rapidement beaucoup d'argent, parce qu'un gros marbre, encore faut-il le vendre à un voyageur qui peut le transporter, etc. C'est pas évident. Et ce qui fait que à la fin de sa vie, lorsque, pendant la Révolution grecque, il s'enfuit à toute vitesse d'Athènes, il amène avec lui son médailler qu'il avait depuis reconstitué, donc il avait environ 2000 monnaies. Et au départ, il est prêt à tout laisser derrière lui pour sauver sa vie. Donc, il ne se soucie pas de ses antiquités, même qu'il s'était réfugié à Khéa. Et l'amiral de Rigny, qui commandait la flotte française au Levant, lui propose de lui envoyer un bateau pour le ramener à Athènes, sauver sa collection. Et Fauvel, il a trop peur parce qu'un boulet de canon avait atterri déjà sur sa maison à l'époque et avait roulé jusqu'à ses pieds. Donc, il se barre à toute vitesse d'Athènes. Et lorsqu'on lui propose d'aller sauver sa collection, il dit non, 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 merci, je ne veux pas retourner à Athènes pour le moment. Et il y retournera 2 ans plus tard en essayant de récupérer la collection sans y parvenir. Donc, il perd absolument tout, mais il sauve son médailler. Asmine, il se retrouve à recommencer à zéro une collection et à la fin de sa vie, il est en extrême misère. Mais il ne vendra jamais son médailler. Donc, même si il savait très bien que les monnaies pouvaient se revendre, ayant subi, entre guillemets, le traumatisme de ces premières ventes à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, où il s'était séparé de ses médaillers, au final, la chose à laquelle il reste vraiment attaché, ce sont les monnaies. Et les monnaies qui lui offrent aussi l'occasion de beaucoup d'échanges avec ses correspondants sur certains éléments historiques, sur certaines théories de l'épigraphie, par exemple, même s'il ne connaissait pas trop le grec ancien, mais il se lance dans des disquisitions, dans des dissertations sur l'oméga qu'on voit sur certaines monnaies. Voilà. Donc, oui, je dirais les monnaies, pour répondre à cette question. Il faut dire que les monnaies grecques anciennes, c'est vraiment des objets absolument magnifiques, même esthétiquement. Enfin, c'est voilà. Mais ça n'empêche qu'il admirait aussi beaucoup les statues et la preuve est qu'il en a fait des moulages. Il a réalisé énormément de moulages de toutes les statues qu'il avait pu voir à Athènes ou qui étaient passées par Athènes, sauf qu'il n'avait pas les moyens, lui personnellement, de s'acheter beaucoup de statues de grande dimension et quand elles étaient découvertes, elles partaient à des prix exorbitants. Donc, je ne dis pas qu'il n'aurait pas aimé avoir surtout des statues, mais au final, sa collection elle était composée beaucoup de marbre quand même, mais beaucoup de vases. Et les vases aussi, il les analyse, il les décrit, il les commente avec ses correspondants. Merci, c'est encore plus palpitant qu'Indiana Jones. Merci.
Merci à vous. Merci beaucoup, Alessia. Merci au public pour les questions.